Dans sa mission d'électrification rurale, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale a inauguré 2 centrales hybrides dans la région de Mopti. Les détails dans un instant. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal de Tazodé TV. Après Narena, je le disais dans le titre, dans le cercle de Kangaba, c'est à la population de Kona, située dans la région de Mopti, d'accueillir le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, ainsi que les membres de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale pour l'inauguration d'une centrale hybride au sein d'une commune ce dimanche 26 mars 2023. Compte rendu Moussa Samaké avec la voix de Hawa Traoré. C'est une centrale hybride qui va soulager les populations de Kona à terme d'énergie électrique, mais aussi va permettre d'électrifier la vie à moindre coût. Le kilowatt, conformément à la politique nationale d'électrification rurale. Je suis particulièrement honoré de présider cette cérémonie d'inauguration de la centrale de Kona réalisée dans le cadre du projet de système hybride d'électrification rurale que nous appelons CHER, fruit d'un partenariat entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque mondiale. Pour vous rappeler, le projet CHER est l'illustration parfaite de la volonté du gouvernement malien de renforcer les acquis et poursuivre l'extension de l'électrification rurale pour l'accroissement du taux de desserte au service énergétique moderne dans les zones rurales à travers les énergies renouvelables. Selon le directeur général de l'AMADER, ces installations auront un impact sur la sécurité individuelle et collective, l'amélioration des conditions de vie et le travail des populations dans le domaine de la santé et de l'éducation. Des installations électriques qui ont permis non seulement de doubler leur capacité, mais également d'associer une composante solaire avec stockage à ces infrastructures qui existaient. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que l'installation va désormais permettre d'assurer une certaine continuité du service, également de revoir le coût du kilowattheure. Donc nous passerons désormais de 6 heures de service dans ces 2 localités à 18 heures et également de 250 francs CFA le kilowattheure à 190 francs CFA. C'est déjà un grand pas. Mais nous allons travailler à assurer encore cette continuité pour une équité des prix, notamment entre le niveau rural et le niveau urbain, mais également nous allons travailler à l'extension et à la réhabilitation de ces centrales pour que cette énergie puisse profiter aux populations et que les populations puissent jouir de ces infrastructures avec une énergie durable 24 heures sur 24. Le maire, dans son intervention, précise que cette centrale hybride de l'AMADER répond à une des préoccupations de sa communauté dans le cadre du développement économique et sécuritaire. Vraiment, je suis très heureux ce matin. J'apprécie que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et qui est fondamental. Donc vraiment, on est très content pour l'inauguration de ce matin. Et nous prions le bon Dieu que ça soit quelque chose de bénéfique pour la population de Kona. Au terme de la cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'AMADER au-delà des acquis a rappelé les objectifs du développement durable dans le domaine de l'énergie, qui est l'accès de tous à l'électricité. Avec à ses côtés le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification domestique AMADER, ayant pour mission principale la maîtrise de la consommation d'énergie domestique et le développement de l'accès à l'électricité au milieu rural et périurbain, reste focus sur ces objectifs. C'est dans cette dynamique qu'ils ont été reçus ce matin à Sofara, situé également dans la région de Mopti, pour la mise en service d'une centrale hybride en plus de celui de Kona. Moussa Samaké pour le reportage avec la voix de Aminata Koumari. Pour suivre l'extension de l'électrification rurale pour l'accroissement du taux d'accès aux services énergétiques modernes dans les zones rurales à travers les sources d'énergie renouvelables. Tel est le but de ces installations de la centrale hybride à Sofara. Le projet CHER est l'illustration parfaite de la volonté du gouvernement malien de renforcer les acquis et l'extension
de l'éradication rurale pour l'accroissement du taux d'accès aux services énergétiques modernes dans les zones rurales à travers les sources d'énergie renouvelables. Le tarif ancien, si vous permettez le terme, qui était de 250, sera réduit à 190 francs CFA le kilowattheure. Par ailleurs, elle contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la promotion des activités génératrices de revenus, à la sécurisation des personnes et de leurs biens et à la réduction de la pauvreté. Sans électricité, il ne peut y avoir l'industrie. Il ne peut y avoir de transformation de nos matières premières. Bref, sans l'électricité, il ne peut y avoir de développement. Dans le souci d'améliorer la couverture des besoins en eau potable et d'atténuer la souffrance des populations déplacées internes, la commune a bénéficié de 3 châteaux d'eau bien équipés, dont 2 à Sofara et 1 dans les sites des PDI de Diaba-Peulh. Ce matin, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, plusieurs journalistes ont pris part à la formation de renforcement des capacités en matière de publication des données organisée par l'Institut national de la statistique en collaboration avec Fonds des Nations unies pour la population. L'objectif principal de cette formation, qui à peine arrive après le 5e recensement général de la population et de l'habitat, est de permettre aux hommes de médias de contribuer à la publication des résultats de ce recensement. Hawa Traoré et Lassana Traoré pour le reportage. Contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale et économique du pays et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte de variables démographiques dans les programmes et stratégiques de développement. Tels sont les objectifs globaux de cette session de renforcement de capacités dont plusieurs journalistes prennent part pendant 4 jours. Ce matin, nous avons réuni les journalistes pour renforcer leurs capacités en matière de publication des données de façon générale, mais de façon particulière des données du recensement général de la population et de l'habitat. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons réalisé le dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et nous avons fini l'année avec le traitement des données qui bientôt va s'achever. Donc il s'agit maintenant de prévoir la publication de ces résultats. Et pour ce faire, nous avons sollicité l'appui des Paris 21 et du FINIAP pour pouvoir vraiment renforcer les capacités des journalistes, des hommes de médias à pouvoir publier, à mieux publier ces résultats et faire en sorte qu'elles puissent vraiment atteindre le plus grand nombre et aussi elles puissent être utiles pour la prise de décision aussi bien publique que privée. Cette formation soutenue par l'UNFPA, son rôle est d'appuyer l'Institut national de la statistique pour ce 5e recensement qui est d'ailleurs bénéfique aux journalistes, puisque ça leur permettra de connaître le nombre exact de la population malienne dans tous les domaines en rendant les invisibles visibles. Bon, le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est l'agence des Nations Unies qui appuie les États membres des Nations Unies, dans ce cas le Mali, dans ces processus de politique de population, dans ces processus de santé de la femme, de la santé reproductive, de la jeunesse, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Mais un de nos mandats fondamentaux, c'est pour ça qu'on est le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est justement toutes les questions démographiques. Et il n'y a pas plus important dans le processus démographique, dans le processus des statistiques qu'un exercice censitaire, un exercice de recensement où on fait un recensement de la population et de l'habitat périodiquement dans un pays pour justement faire un inventaire de tout ce qu'on a au niveau d'un pays. À la sortie de cette formation, les hommes des médias seront capables de connaître l'expression des données du 5e recensement général de la population et de l'habitant pour qu'à leur tour publient ces résultats partout où besoin sera. À présent, fidèles téléspectateurs, l'actualité internationale qui nous amène au Burkina Faso avec la suspension de France 24 par les militaires au pouvoir aux États-Unis avec un nouvel épisode de tornade ce dimanche et en Israël où des manifestations se tiennent contre la réforme de la justice portée par le Premier ministre. C'est commenté par Aminata Koumari.
Au Burkina, les autorités au pouvoir ont ordonné lundi 27 mars la suspension samedi de la diffusion de France 24 sur son territoire. Après une interview sur la chaîne d'information du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, début mars. Le 6 mars, France 24 avait diffusé des réponses écrites d'Abou Obeida Youssef Al-Anadi, le chef d'AQMI, à une quinzaine de questions posées par le journaliste de la chaîne française, spécialiste des questions djihadistes, Wassim Nasr. Début décembre, les autorités de Ouagadougou avaient déjà suspendu la diffusion de Radio France Internationale RFI du même groupe que France 24, France Média Monde. RFI était notamment accusé d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. RFI et France 24 sont également suspendus au Mali depuis un an. Dans les nobles combats engagés pour libérer notre pays de la barbarie des ordres terroristes et des bandits armés, le gouvernement prévient qu'il demeurera intransigeant dans la défense des intérêts vitaux de notre peuple contre tous ceux qui joueraient les mégaphones dans l'implication des actions terroristes et des discours de haine et de diffusion véhiculés par ces groupes armés. Note le gouvernement. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un putsch il y a 6 mois, avait fait part en février de sa détermination intacte à combattre les djihadistes, malgré la multiplication des attaques. Aux États-Unis, 2 jours après le passage d'une tempête mortelle dans l'État du Mississippi, les habitants encore hagards se préparaient dimanche à un nouvel épisode de tornade forte, de vents destructeurs et de grêlons de la taille d'une balle de tennis. Dans la région de Rolling Fork, à 300 km au nord de la Nouvelle-Orléans, c'est la désolation. La bourgade de 200 habitants a été littéralement soufflée. Ne reste que des débris. Même les arbres ont été pulvérisés. Devant l'étendue des dégâts, le président Joe Biden a déclaré dimanche l'état d'urgence, ce qui a permis de débloquer de l'aide aux sinistrés. Diana Criswell, administratrice américaine de l'Agence fédérale de gestion des urgences, a déclaré qu'il s'agit d'un événement de rétablissement à long terme. L'un des principaux problèmes auxquels l'État allait être confronté est celui du logement et de la façon dont nous aidons les personnes qui ont été touchées par cet événement horrible. En Israël, déterminé à mener sa réforme de la justice, le Premier ministre Benjamin Netanyahu élimine tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Hier 26 mars, dans la soirée, il a limogé son ministre de la Défense. À la suite de ce limogeage, des manifestants spontanés ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, principalement à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem. Dans la soirée et la nuit du 26 au 27 mars, un rassemblement a notamment eu lieu devant la Knesset, le Parlement. Cette réforme affaiblit la justice et renforce le pouvoir politique. C'est une menace pour la démocratie et l'état de droit, mais aussi les minorités, explique Matanael. Nous voulons que ce gouvernement sache qu'on ne laissera pas agir selon son bon vouloir. On ne laissera pas faire du mal aux gens parce qu'ils sont de tel sexe ou de tel genre, parce qu'ils sont arabes ou parce qu'ils sont palestiniens ou encore parce qu'ils sont homosexuels. Ainsi, on s'installe ici cette nuit et on ne quittera pas les lieux jusqu'au retrait de cette réforme, ajoute-t-il. D'autre part, un jeune manifestant raconte aussi que les changements souhaités par le gouvernement sont drastiques. Il risque de changer le visage du pays, à moins de protester, de se mobiliser, de faire du bruit, de se parler. Cette réforme sera très certainement adoptée. Nous sommes, ajoute-t-il, dans le dernier rempart face à la dictature. Quelques manifestants rassemblés devant la résidence du Premier ministre ont été arrosés par le canon à eau de la police. Page sport de ce journal, les matchs allés de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023
en Côte d'Ivoire se sont disputés ce vendredi 24 mars 2023. Les Aigles du Mali accueillant à domicile ont vaincu les Scorpions de la Gambie 2-0. C'était au stade 26 mars de Bamako. Juste après le match, les sélectionneurs des deux équipes ont animé une conférence de presse. Un extrait de l'intervention d'Eric Sekouchel, le sélectionneur des Aigles du Mali, avec Sirantou Leslie Keita et Moussa Samake. J'étais tout simplement ce que j'ai dit à mes joueurs, à nos joueurs. Je leur félicité pour la victoire, pour le nombre de buts marqués. Mais je leur ai aussi dit qu'ils avaient eu 10-15 minutes de flottement et qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus juste techniquement quand physiquement on commence à essayer de lire. Voilà, c'est vrai qu'on a mis quand même de l'intensité sur le pressing. On a mis quand même de l'intensité sur le pressing en première mi-temps. Et c'est vrai que physiquement on bouge un petit peu. Après je suis très content encore une fois des rentrées de certains. De toutes les rentrées parce qu'ils rentrent bien et puis ils valident le travail effectué par ceux qui commencent. Donc je suis très content parce que c'est pas les remplaçants, c'est les finisseurs. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre constante fidélité et à demain pour un prochain journal.